Bonjour à toi, cher spectateur, ami de l'horreur. Certains reconnaîtront la référence. Et parlons donc d'une nouvelle adaptation du personnage de H.G. Wells, Invisible Man, réalisé par Lee Whannell. L'histoire, c'est celle de Cecilia, qui est une jeune femme qui visiblement a, comment dire, une relation très particulière avec son mari. Genre de relation un peu toxique qui l'incite du coup un soir à se barrer de chez elle et à courir rejoindre sa sœur. Sa sœur donc qui la met sous protection d'un ami qui est flic. Et 2 semaines plus tard en fait il s'avère que l'homme qu'elle a fui s'est suicidé. Sauf qu'à partir de ce moment-là, comme par hasard, c'est le moment où Cecilia a un peu l'impression que sa présence refait surface. Et qu'il est toujours là. Et attention, mystère, est-ce que c'est l'homme invisible ? Je mets un gros point d'interrogation, vous découvrirez par vous-même. Pour en parler avec moi, tu t'es perdu, Léa. Parce que d'habitude, c'est pas ce genre de film que tu viens critiquer. Tu t'es un peu perdu. C'est fini pour moi les films de comédie. Parce que je voyais que ça atteignait un peu sur ma santé mentale. J'étais un peu... Franck Dubosc, non. Je pouvais plus rentrer dans un décathlon, je voulais plus aller au rayon maillot de bain. Oh mon Dieu. Non, donc j'ai arrêté les comédies pour l'instant. Je vais peut-être revenir, hein, qui sait, on sait jamais. Peut-être un jour, tu reviendras peut-être pour une bonne comédie, ça se trouve. Non. Mais, et là, je me suis dit, et pourquoi pas l'horreur ? Parce que je suis fan de films d'horreur depuis... belle lurette et depuis mon jeune temps et voilà, ce fut par hasard que je suis allée voir Invisible. C'est vrai. J'ai pas l'accent. Invisible Man, l'homme invisible. Invisible Man. Accent pôle sud. C'est ça. Et du coup, je dis allez, soyons fous. Mais ouais, mais c'est vrai que j'ai pensé à toi parce que il faut avouer que le projet remonte quand même à un petit moment. Faut savoir qu'à la base, donc, il y avait le fameux Dark Universe qui était mis en place par Universal lorsqu'ils ont annoncé La Momie, qui devait être un espèce de porte-étendard où tu devais avoir un casting complètement fou, genre Javier Bardem qui devait jouer l'homme de Frankenstein, Johnny Depp à l'époque qui devait faire donc le fameux homme invisible, et Tom Cruise donc qui s'occupait de faire La Momie. Et rapidement, en fait, vu que La Momie s'est gentiment fait qualifier d'énorme merde par beaucoup de spectateurs et de gens de la presse... Le mot est faible. Oh, le mot est faible, oui, à l'époque c'était vraiment gros étron cinématographique puant. Et bah du coup le projet a été avorté. Mais il restait donc cette idée de vouloir faire l'homme invisible, qui était le projet qui devait suivre directement La Momie. Et donc c'était Lee Whannell qui devait s'en occuper. Lee Whannell, donc co-créateur de la saga Saw et dernièrement réalisateur de Upgrade et de Insidious chapitre 3. Et donc lui, il a eu l'idée donc de reprendre la base du mythe, donc de H.G. Wells, mais d'en faire quelque chose de beaucoup plus moderne. Et les premières bandes annonces qui sont sorties montraient très clairement que le film était dans l'actualité. Genre un tout petit peu quand même. Un tout petit peu. On avait le même point de vue. Un tout petit peu avec ce genre de thématique. Oui, après c'est ton point de vue à toi, mais... Bah moi je trouvais qu'il avait l'air vraiment dans l'actualité. Après c'est une actualité qui reste universelle et qui est importante de mettre en avant, mais la manière de l'évoquer de par cette forme semblait être vraiment dans l'actualité. Tout ça amenait donc à une espèce de hype qui entourait le projet, même s'il sortait dans une période un peu bâtarde, parce que c'est pas une période forcément propice aux films d'épouvante. Mais voilà. Avec ça en tête, je me tourne vers toi, Léa Joubert, et je te demande ce que tu as pensé de Invisible Man. Et Invisible Man. Alors, je vais revenir sur ça, comment a été vendu le film. Il a été vraiment vendu style horreur, épouvante... Oui, horreur, très classique. Thriller, enfin très classique. Et moi, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Je l'ai vu... moi, je l'ai pas du tout vu comme ça, alors qu'il est vraiment vendu comme ça. Et j'étais surprise, j'étais contente. J'étais sur mon siège, j'étais « Ah oui, cool. C'est trop bien. » Et... on peut spoiler. Pas tout de suite. Attends un petit peu. Retiens-toi. Mais j'aime spoiler. Retiens-toi. On en parlera dans le scénario. Retiens-toi. Mais voilà, moi je l'ai plus ressenti comme un film en lien avec les violences faites aux femmes. Je l'ai vraiment ressenti comme ça tout le long du film. Et la personne avec qui j'étais a confirmé mes dires et m'a dit, je l'ai ressenti exactement pareil. Je me dis, ah ça va, je suis pas toute seule. Ah non. C'est pas moi qui ai une psycho sur... Non, je pense que tu seras pas la seule à penser je pense que je serai pas la seule. Je suis d'accord. Ce qui peut être un peu bâtard du coup pour le film, parce que c'est ce qu'on disait, les jeunes qui vont aller le voir, ils vont se dire, ah ouais, ça va être un film d'horreur, il va y avoir du sang, ça va faire peur. C'est pas du tout le cas.
c'est vraiment pas du tout le cas. Donc, voilà. Ouais. C'est mon point de vue après. Tu as complètement raison de le préciser, Mais c'est j'ai vrai toujours que... raison. Non, bon, peut-être pas tout le temps non plus. Mais là, il faut avouer que c'est vrai, le film est très très mal vendu en fait. Je Oui, pense oui. que la réputation de Blumhouse, la présence de Lee Whannell, le mythe qui entoure le personnage de Ouais. l'homme invisible, etc. Tout ça amène forcément à un regard, je dirais pas biaisé, mais en tout cas facile dans le sens où on va se dire oh bah c'est l'homme invisible, il va faire peur et puis il va y avoir Voilà, des morts et exactement. puis point barre. Exactement. C'est vraiment un thriller. Et c'est vraiment un thriller psychologique. C'est vraiment construit de telle sorte à ce que on se mette dans la tête de cette femme et qu'il y ait une psychose qui naisse en nous comme elle naît en elle. Oui. Et donc du coup, ça fait qu'on se retrouve à se poser plein de questions, à remettre en cause énormément de choses Ouais. qui l'entourent ou qui la façonnent au fur et à mesure de l'avancée du récit. Mais c'est peut-être le point le plus intéressant. Après, on en parlera. Je trouve que le film est très bâtard également dans sa construction, mais c'est propre à Lee Whannell. Oui. Je pense que seul Lee Whannell n'est pas forcément capable de construire quelque chose de simple et logique du début à la fin. Il y a un moment où il part en vrille et là, il y a un moment où il part vraiment en vrille. Mais dans l'ensemble, il maintient vraiment un film qui a un propos, comme tu disais, Oui. très fort, Ouais. un sous-texte vraiment évident. Un geste qui n'est pas vraiment dans l'habitude de ce qu'on voit actuellement dans le cinéma d'épouvante et d'horreur, qui joue vraiment la carte du monter en tension constante et pas jumpscare puis retomber, jumpscare Non, il puis n'y a pas du retomber. tout ça. C'est vraiment un film qui joue sur créer un crescendo constant. Mm. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé moi, personnellement. Je trouve que c'est vraiment très intelligent et c'est vraiment ce que j'attendais en fait. C'était le point sur lequel le film devait pas se foirer. S'il se foirait là-dessus et qu'il allait dans la direction du bouh, ah bouh, Ah non, ça ah aurait bon merdé totalement. là franchement j'aurais pas supporté. Ça aurait été pas crédible. Enfin, Ouais. moi je trouve Ah personnellement. bah ça aurait pas été intéressant. Il y a en plus. des moments, je crois qu'il y a 2 scènes où ça fait vraiment genre t'es fait. Mais oui, c'est que 2 scènes dans le film. Enfin, moi ce que je retiens, c'est que 2 scènes dans le film. Donc Tout pour à dire fait. que c'est vraiment pas le style d'épouvante et d'horreur Oh non, qu'on voit habituellement, quoi. oh non. Mm. Je te propose qu'on passe dans l'écriture. On se retient au début de spoiler et puis on spoilera un moment, t'inquiète pas. En termes d'écriture, donc c'est adapté du roman de H.G. Wells, mais alors très librement, soyons honnêtes, ça garde vraiment que l'homme invisible comme base de récit et derrière ça construit quelque chose de tout à fait moderne et de vraiment Ouais. très novateur. Ouais. Et donc c'est écrit par Lee Whannell seul, comme la quasi-totalité de ses films, parce que ce mec-là est très intelligent en termes d'écriture. Ça c'est le point sur lequel ça sera facile d'être... on va dire, je pense clair tous les deux, c'est très bien écrit, je trouve, comme film. C'est un film qui est très intelligent parce que c'est pas le genre de long métrage qui va aller dans une direction classique en termes d'écriture. C'est dès le début, on veut placer quelque chose de fort et on le fait en sous-entendant constamment des choses. Et moi, je trouve notamment que le fait de placer ce personnage comme étant quelqu'un qui fuit tout de suite et dont on ne sait pas forcément les motivations de sa fuite, Oui, ça fait on que voit du coup, pas, ouais. on se pose des questions et pour autant, on sent que sa fuite est nécessaire. Et c'est très intéressant du coup parce que dès le début, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit sur le personnage, t'as une tension qui se crée. Et c'est un peu ce qui se ressent tout du long de l'écriture de Lee Et même Whannell. on s'attache du coup au personnage, je dis ouais, si elle se barre, C'est que c'est la merdasse. C'est ça. Ah non, non, C'est que mais ça pue. c'est impressionnant du coup. Et puis, même on va dire que pour découper le film, en gros, on pourrait dire qu'il y a 5 actes vraiment dans le long métrage. Il y a un premier acte qui donc est la fuite. Ouais. Un deuxième acte qui est donc presque la renaissance quand elle découvre sa mort. Oui. Un troisième acte quand elle commence à voir que ça déconne. Un quatrième acte qu'on spoilera un petit peu après. Et un dernier acte carrément qui essaie presque de relancer le récit. Ouais. Et moi je trouve notamment que dans ces 3 premiers actes, le film est parfait en termes d'écriture. Oui, c'est ce que tu disais. Parce que vraiment, c'est très intelligent. Et je me suis surpris lors du moment où il y a cette petite effervescence de joie qui débarque, où genre vraiment on se dit, bah, ils vont sortir, je me suis surpris à sourire et à être joyeux. Et quand après, Ce du qui coup... n'arrive jamais. Ben non, mais du coup, généralement dans ce genre de récit, tu sais, tu prends toujours un petit recul. Tu te dis, ouais, bon, c'est un film d'épouvante, c'est un film d'horreur, tu sais que derrière, ça va rebasculer. Et là, tu te laisses surprendre en te disant, peut-être qu'il peut y avoir une porte de sortie. Ce qui n'arrive pas, bien évidemment, Non, mais parce bien qu'on est sûr dans un film, sinon ça n'aurait pas de cohérence. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de voir que Lee Whannell a voulu construire des émotions qui soient très fortes dans chaque acte Oui, c'est vrai. pour que on ait vraiment des ressentis différents à chaque fois. Que dans le premier, on soit sous tension, que dans le deuxième, on soit limite heureux, dans le troisième, on commence à avoir des frissons, dans le quatrième, on est tétanisé, et dans le cinquième, on fait
Et moi, je trouve ça vraiment très intelligent parce que Lee Whannell, ça n'a pas été toujours un mec qui a été très subtil dans ses scénars. Ouais. Que ce soit Dead Silence, qui est quand même vraiment très con, pour le coup. Même certains sauts qui sont pas toujours très subtils dans leur composition dramatique et dans les acheminements des personnages. C'est complètement Ou différent. même les Insidious, où il faut avouer que si le chapitre 1 est flamboyant, le 2, le 3 et le 4 sont pas non plus très bien faits. Mais là, vraiment, je trouve que il a trouvé le bon bout, quoi. Ouais. Il a vraiment trouvé un truc qu'il exploite bien. Les fils conducteurs sont... Enfin, moi, je trouvais. Ouais. Il y avait des bons fils conducteurs et c'est ça, les émotions. Bon, après, au deuxième acte, où voilà, c'est la joie et tout ça, moi, j'étais, non, non. Il va se passer un truc, ça va être du cul. Il nous berne, c'est pas possible. Il va sauter par un buisson, genre, coucou, c'est moi. Mais ouais, c'est vrai que ces émotions-là, elles sont assez intenses et... non, on peut toujours pas spoiler. Allez, vas-y, attention, on entre dans la zone spoiler. Vas-y, Léa, spoil. La scène avec sa sœur au restaurant. Oh la vache, oui. Alors, par où commencer? Bah, en gros, c'est une scène de tension qui est très bien construite parce que Exactement. le personnage a donc Magnifique. découvert la Magnifique. fameuse combinaison qui rend le personnage invisible. Donc à partir de ce moment-là, son but c'est de révéler à quelqu'un et donc la seule personne à qui est pensée sa sœur. Ouais. Scène du resto, les deux sont l'une en face de l'autre, il y a juste un couteau qui se lève derrière. Tu vois le Et truc là- venir à 10 km mais ça arrive en une fraction de seconde et la séquence tu fais Ce fut ma réaction. J'étais... Moi, je te jure qu'à ce moment-là, j'ai vraiment fait. Mais tout est très bien fait en plus dans cette séquence. Ça, c'est hyper bien écrit. Ah, Que ce c'est- soit le elle- serveur insupportable Ouais. qui débarque à côté Mm. et qui te fait monter la pression parce que Mm. tu sais qu'il va se passer quelque chose. Que ce soit les deux sœurs, que ce soit elle qui est en train d'essayer de se faire pardonner, l'autre qui commence à nouveau à s'attacher à elle, Ouais. à se dire Qui c'est veut pas possible. l'écouter. Qui veut l'écouter. C'est ça. Et là, littéralement, c'est chant. Tu vois la sœur qui est en train de faire je vais t'écouter. Contre chant, couteau, et couteau dans la main. Wow! Mais elle est magnifique comme ça, vraiment même au niveau réalisation et tout ça, mais elle est... On en mais- parlera après, mais elle est très très bien Oh foutue. my goodness. Elle est vraiment, mais... Dans le même esprit, bon, on en parlera après niveau réel, c'est très putassier, Oui, ouais. mais toute la partie dans l'hôpital psychiatrique, je trouve est très très bien construite également en termes de tension. Ah bah Parce oui. que tu sens la présence, Mm. elle t'est clairement révélée là, tu sais qu'il est là, Mm. et pour autant, t'as quand même une montée en tension de qu'est-ce qui va se passer. Mm. Et après, le troisième acte, enfin le tout dernier acte, le cinquième acte, qui lui pour le coup relance un peu le récit, est vraiment intéressant parce que, en gros, sans trop en révéler encore une fois, même si on peut spoiler un petit peu, le dernier acte incite le spectateur à avoir un regard très intéressant sur le personnage, dans le sens où on sait qu'elle fait une action qui sur le papier n'est pas juste, mais est nécessaire. Ouais. Et cette action-là est très intéressante parce que du coup ça permet d'avoir une grande perspective psychologique au personnage, de vraiment pouvoir l'emmener derrière dans quelque chose de très intéressant, si potentiellement il veut l'amener une suite, parce que mine de rien il faut quand même rappeler qu'à la base ça devait faire partie du Dark Universe, et le plan de fin du coup gagne en impact et gagne en symbolique si jamais tu le remets dans cette perspective-là. Mais en tout cas c'est... Ouais, c'est vraiment maîtrisé quoi, et comme tu disais, ouais, c'est vraiment des scènes de tension qui sont brillantes en termes de composition. C'est rapide, parce que ces scènes-là, elles sont quand même assez rapides, ça se passe en 2-3 secondes, hein. C'est vraiment, t'as pas le temps de réfléchir, tu dis, ok, Comme la d'accord. scène du grenier aussi. Oui, On comme en la a pas scène trop du parlé, grenier. mais la scène Il y a, du grenier est pareil. Oui, c'est la première fois où elle va se rendre compte qu'il y a vraiment une présence, qu'elle hallucine pas, où elle va vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment quelqu'un. Et pareil, cette scène-là, pourtant, je sais pas si elle passe dans la bande-annonce. Alors elle passe légèrement dans la bande-annonce, on voit le pot de peinture. Voilà, le pot de peinture. Même moi, j'étais tellement pris dans le truc que cette scène-là m'a fait peur, alors qu'on la voit dans la bande-annonce. Mais j'étais tellement pris dans le truc, c'est tellement improbable, c'est tellement rapide que j'ai sursauté. Oh oui. Oh, oui. J'ai fait un petit bond. Le petit bon. Je suis pas bien. En termes de réal, donc du coup, Lee Whannell, qui réalise donc son 3e long métrage en solo, a du coup, comme on l'évoquait un petit peu avant, réussi quand même à mettre un propos très féministe, en somme, et surtout, je pense, nécessaire aujourd'hui, parce que, mine de rien, c'est pas un sujet qui est tant que ça évoqué à Hollywood, en Non, un au sens. cinéma, non. Mais pas forcément qu'à lui, dans le cinéma en général. Dans le cinéma en général, c'est Il très n'est pas compliqué. très évoqué. Donc le sujet des femmes violentées Oui. et torturées, autant psychologiquement que physiquement par leur mari. Et là, il y a beaucoup, et même énormément de sous-entendus là-dessous.
je vais citer des scènes, par exemple, ça me revient plus en tête, zut. Bah, on peut en globalité, Oui, en on peut globalité. vraiment évoquer tout ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un cheminement psychanalytique presque qui est fait du personnage, dans le sens où on a d'abord un personnage donc, qui s'enfuit, Oui. sans expliquer forcément les motivations Pourquoi d'ailleurs de sa Qui fugue. n'ose pas dire à sa famille pourquoi est-ce qu'elle est partie. Elle dit qu'il y a eu quelques violences, quelques coups, etc. Mais elle n'explique pas vraiment ce qui se passe. Elle dit jamais coup ou violence, elle dit il a eu des gestes Et oui, c'est ça. et on lui demande Oui, voilà. s'il l'a violenté Mm. et elle dit entre autres. Oui, voilà, entre autres. Donc, on a l'imagination forcément qui déborde, parce qu'on se dit qu'elle a dû vivre un vrai enfer. Elle emploie quand même le terme pervers narcissique, parce que cet homme-là a un frère, donc elle a beaucoup de discussions avec ce frère-là, et ils emploient quand même assez souvent le pervers narcissique. Et il y a des scènes comme ça où, par exemple, donc son ami qui est flic, par exemple, ne va pas la croire au début. Et ça m'a fait penser à toutes ces femmes, malheureusement, qui ne sont pas crues au début lorsqu'elles sont victimes de violences. C'est plein de petites scènes comme ça, en fait, qui reviennent et tu dis, bah, dans la réalité, ça se passe exactement comme ça. Ça se passe exactement comme ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu le déclic, je me dis, ok, littéralement, c'est un film sur les violences conjugales, sur les violences faites aux femmes. Et il y a plein de petites scènes qui prouvent ce sujet-là, quoi. Ouais. Mais C'est c'est vraiment mon point de vue. et c'est très intéressant, je trouve, Ouais. qu'on ait un réalisateur, d'ailleurs, Oui. qui choisisse d'évoquer ce sujet Mm. avec autant de fidélité, en un sens, Mm. par rapport à la réalité, parce que il y a plein de réalisateurs qui s'amusent des fois à greffer ça à leur récit, et généralement, les trois quarts du temps, c'est amené de C'est manière côté- hyper bâtarde. Oui. Où c'est hyper édulcoré, Mm. où c'est vraiment amené, genre, il y a une femme qui se fait violenter, et c'est tout de suite on va la croire, tout de Mm. suite on va la protéger, etc. Ce qui Qui n'arrive l'a jamais, pas du tout malheureusement, fait, ouais. dans la Ouais. réalité. Et je trouve du coup que Lee Whannell quand même a une certaine prise de risque, lui, en tant que metteur en scène qui débute, qui est assez jeune, de proposer dans un film supposé être d'épouvante, d'horreur, simplement, une lecture aussi forte du coup d'un personnage féminin, Mm. qui ne devient plus non plus simplement un personnage entre guillemets fonction de il faut qu'elle serve à véhiculer de la peur et donc de la tension. Elle devient vraiment un personnage de femme qui va au fur et à mesure de son parcours comprendre que elle doit prendre un peu le pouvoir en un sens. Ouais. Peut-être pas non plus asservir les hommes, mais juste savoir que à ce moment-là, faut pas laisser passer. Mm. Et que si Se les autres la battre. croient pas, Se battre. eh ben il faut se battre. Jusqu'au bout. Et c'est ce qui est fait d'ailleurs, et Tout à fait. ce qui est génial. Hein. Et c'est exactement ça. Pareil, la scène où elle rentre en hôpital psychiatrique, je me dis, ça montre une scène de renfermement du personnage. Et pareil, ça aussi, c'est dans la vraie vie, ce renfermement sur des femmes qui ont des violences, qui se referment sur elles au bout d'un moment, etc. Et moi, j'ai comparé cette scène à ça, en fait. Mm. Totalement. Je suis assez d'accord avec toi, Mm. complètement. En termes vraiment de réel pur, c'est pas non plus un film qui est flamboyant en termes de réel. On va dire que j'avais parlé à l'époque d'Upgrade de un peu ce style-là. Je trouve que Lee Whannell n'est pas forcément un cinéaste subtil, mais un cinéaste qui sait bien se servir de sa caméra. Mm. Et c'est un peu ce qui ressort de ce film, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes, comme on l'évoquait, sans trop rentrer dans le détail pour ceux qui n'étaient pas là dans la partie spoil, la scène de la sœur dans le restaurant, qui est tout de même extrêmement bien réalisée, que ce soit en termes de montage, de réal. Et après, moi, il y a la partie que j'appellerais la partie putassière de Lee Whannell, avec cette fameuse séquence de baston dans l'hôpital psychiatrique, Ouais. qui est pétée, Mm. mais vraiment pétée. C'est- La caméra, elle part dans tous les sens. Regardez Aquaman, prenez la réelle d'Aquaman de James Wan, mettez-la en plus soft version upgrade, et vous aurez la séquence de baston dans l'hôpital psychiatrique. La caméra fait des virées à 90 degrés qui sont impressionnantes, et elle revient ensuite. Et en plus de ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que la séquence avançait, mais à ce moment-là, c'est un plan séquence qui dure 5 à 10 bonnes minutes, où vraiment on la suit jusqu'au moment où elle va se retrouver Oui. dans le parking à Oui. l'extérieur. Ouais. Et où je me suis dit, ok, c'est culotté. C'est pas forcément très fin ou très subtil, mais c'est culotté. Ça marche plutôt bien. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. C'est ça qui est assez impressionnant avec Lee Whannell, c'est que, par exemple, la scène d'intro, encore une fois, cette scène d'intro où elle se barre, en termes de tension, Ah non, elle est. Bah, moi, il y a un point qui me dérange dans cette scène-là, mais j'ai juste pas compris l'intérêt en fait. On la voit partir, donc on a le plan sur elle qui commence à descendre les escaliers.
Et on part sur un plan d'une porte de chambre. Je crois que c'est même pas la chambre où il dort son mari. Enfin, En fait, ça, Léa, c'est pour placer un petit peu le décor, je pense. Ce qu'il voulait montrer à ce moment-là, le plan où on voit cette fameuse porte de chambre qui mène à la chambre où dort le personnage donc de Adrian, c'est pour évoquer tout de suite la présence qu'il a, même quand il n'est pas là. Donc ça sous-entend tout de suite l'invisibilité, sans pour autant qu'elle soit évidente. En fait, c'est juste un moyen de montrer les gimmicks de mise en scène qu'il va y avoir ensuite. Parce qu'en plaçant ça, du coup, tu crées une espèce, je dirais pas de baisse de tension, mais tu édulcores ensuite toutes les séquences où on va faire ça. Ce qui fait que ça va rendre ça banal. C'est comme elle, du coup, lorsqu'elle se dit ensuite il est mort, il peut pas revenir, ou du coup, quand on a un plan dans un couloir vide, on se dit oh mais non, au début il y avait le même plan donc il sera pas là, et c'est là du coup que ça marche. Ah, je pensais qu'il faisait juste des pubs pour les portes Ikea, quoi. Ah, ça aurait pu être une idée, mais non. Puis hop, il revient dire, tu vois, le plan, je me suis dit, bah ouais, mec, si tu veux. Il y a juste ce plan-là, mais après, oui, si tu m'expliques ça comme ça, oui, après. Ah, non, c'est clairement comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est pour créer tout de suite une espèce de tension, pour justement banaliser ensuite la tension et faire en sorte qu'elle soit renforcée. Pour que du coup, cette fameuse séquence dans le grenier ait encore plus d'impact. Parce que, même si on la connaît, on a banalisé le truc, donc on se dit, il peut pas arriver ça à ce moment-là. Je te propose qu'on parle du casting, qui est quand même assez impressionnant. On va quasiment que se centrer, honnêtement, sur Elisabeth Moss. Je t'aime ça. Parce que vraiment, enfin, je vais citer 2-3 acteurs secondaires, mais honnêtement, je suis même pas sûr que ça serve à grand chose, parce que, enfin, que ce soit Aldis Hodge qui joue donc James, le pote flic, que ce soit Storm Reid qui joue sa fille, que ce soit Harriet Dyer qui joue sa sœur, que ce soit Michael Dorman qui joue Tom, que ce soit également... Tom qui est son mari, hein. C'est lui, hein. Non, Tom c'est le frère de son marais. C'est le frère de son mari. C'est qui son mari? Son mari, attends, je vais te retrouver. J'ai plus parce qu'il a quasiment jamais joué, il a quasiment pas joué dans le film. Non, c'est pas lui. Non. Oh, bref, bon, on a l'idée. Enfin bref, c'est pas des acteurs qu'on Oliver a vu, Jackson Cohen. Ouais, c'est pas des acteurs qu'on a vu énormément dans le monde. Mais on les voit pas beaucoup en plus dans le film, donc c'est compliqué un petit peu de juger leurs interprétations. Par contre, Elisabeth Moss, je t'aime, toi. Elle est monumentale dans le film. Et vraiment, je pense que ceux qui sont pas fans de séries, et donc qui l'ont pas vu dans The Handmaid's Tale ou dans Mad Men d'ailleurs, parce que c'était Mad Men qui l'avait vraiment révélé, là vous allez découvrir une actrice qui est extraordinaire. Alors, moi, et je pèse mes mots, hein, elle est vraiment extraordinaire. Personnellement, c'est exactement le même jeu que dans The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. J'ai un anglais pourri. Mais je trouvais que c'était exactement... Moi qui ai beaucoup suivi la série... C'est vrai qu'elle a aussi un rôle de... Oui, bah c'est exactement c'est un peu le même type de personnage, rôle, en fait. C'est vrai. Non, c'est pas exactement mais pareil. le même type de personnage. Hein. Oui, voilà. Et moi, le jeu, j'ai revu carrément le même jeu. Mais ce jeu me plaît énormément et c'est une très bonne actrice et je l'ai adorée dans cette série et je l'adore dans ce film-là aussi. Parce que le jeu est juste génial. Mais c'est exactement le même jeu. Les mêmes émotions. Mais ça fonctionne à fond. Mais ça fonctionne à fond. Enfin, ça fonctionne du feu des yeux. Non, je suis pas déçue du tout. Mais c'est... Franchement, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel et j'espère que ça va lui ouvrir énormément de portes parce que mine de rien, pareil, on ne la voit pas... Bah, elle a des portes qui sont bien cloisonnées, entre guillemets. Enfin, je veux dire, elle a une belle porte de série, elle a une belle porte de film maintenant. Elle avait déjà aussi joué dans The Square, qui était à Palme d'Or d'il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Donc ça lui avait aussi ouvert une belle porte en termes de cinéma d'auteur. Mais là, vraiment, il y a moyen que ça lui ouvre une autre porte vers du cinéma grand public qui pourrait être vraiment bien. J'espère, si le film cartonne. Et honnêtement, je pense que le film a le potentiel de pouvoir cartonner. Moi, ça me fait un peu peur, c'est ce que moi, j'ai peur que les jeunes ils voient un film qui soit pas forcément ce qu'il est. Par contre, je pense que le public qui, par exemple, a aimé Get Out ou des films comme ça, peut vraiment accrocher à ce type de film. Et ça peut vraiment donner lieu à un petit succès. Je dis pas un énorme succès, mais peut-être un petit million d'entrées, tu vois. Un petit million 500 000 d'entrées en France et un bon 300-400 millions de dollars au box-office international. Ce qui resterait quand même un très bon score parce que je crois que le film a même pas coûté 10 millions de dollars. Hein. Donc s'il fait ce score-là, c'est un des films les plus rentables de l'année. Du coup, Léa, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur Invisible Man. Qu'est-ce que tu en gardes? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que tu en gardes? Qu'est-ce que tu en gardes du film? Qu'est-ce que je regarde? Bah en ce moment, écoute... Un homme invisible. Qu'est-ce que j'en garde? Très bon film et voilà, moi c'est ce que j'y repensais dans la voiture, je me disais oh j'espère que je vais pas être déçue, oh j'espère que ça va pas être un film d'horreur de merde hashtag la nonne ou je m'attendais tellement à ça parce qu'on le vend comme ça, j'étais oh non et je suis sortie du ciné, j'étais bon bah voilà, ça m'a refait ma soirée quoi. Non, j'étais vraiment contente et voilà, vraiment j'espère que ça sera le point de vue de tout le monde, le fait de parler, voilà, que ce soit un film sur les violences faites aux femmes. J'espère que tout le monde aura ce point de vue-là
Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Sur Exactement, deux ouais. personnes que j'ai vues qui l'ont vu, ils m'ont dit ça. Mais je pense que ça va aller dans cette direction. Ouais, j'espère vraiment. Et franchement, allez le voir. Hein. Vraiment, ça vaut vraiment le coup au niveau casting, au niveau réel, au niveau. Enfin, ça vaut vraiment le coup, quoi. Je ne vais que t'approuver là-dessus. Oui. Il est clair et net que le début d'année n'a pas forcément été très bon en termes de films d'épouvante et d'horreur. Hashtag Nightmare Island qui était vraiment pour le coup une énorme daube et qui était la dernière production Blumhouse. Là pour le coup on a un vrai auteur qui s'investit à fond dans une histoire. Peut-être pas avec la plus grande subtilité du monde en termes de réalisation, mais qui parvient dans son écriture à amener énormément de choses intéressantes et à surtout amener un point de vue qui a tendance à être un petit peu perdu dans le cinéma d'épouvante, dans une espèce de besoin de mettre des femmes en avant, mais pas forcément de les mettre de la bonne manière. Et là, pour le coup, Leigh Whannell, il a réussi à viser le bon sujet, à le traiter de la bonne manière, de la manière la plus réaliste possible, tout en gardant son idée d'homme invisible. Et ça donne vraiment lieu à un film hyper intéressant là-dessus. Ouais. Donc voilà, vous l'aurez compris, Léa et moi, Invisible Man de Leigh Whannell, on vous le conseille. C'est un Totalement. bon cru horrifique en ce moment. Et je tiens à vous dire que c'est la première fois que je vous conseille un film. C'est vrai, c'est pas Et bête. vous, ça sort un Il film. faut le rappeler. Putain, c'est vrai, parce que entre les Inferno, les trucs comme ça et toutes les comédies Ah non, des, c'est la des- première fois que je vous toutes conseille pourries. d'avoir un film. Hein. C'est vrai. Peut-être la deuxième fois, je sais pas, mais. Ouais. Mais, C'est beau. si je C'est vous le beau. dis, c'est qu'il faut le faire. C'est beau. Il y a un début à tout. 2020 sera une belle année cinématographique, je le sens. Merci Léa d'avoir participé à cette merci petite à toi. vidéo. À la prochaine, j'ai envie de te Ouais. dire. Tu reviendras. Je sais pas pourquoi, mais Bon, je sais on pas trouvera un moyen de te comment, faire mais- revenir. Ouais, On non, trouvera un y a- moyen de te faire revenir, Ça me t'inquiète fait pas. plaisir. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. Salut. En fait, le film s'appelle Invisible Woman, parce que c'est une femme à la fin. N'importe quoi.